De l'orphelinat au plateau de cinéma, de la petite fille ordinaire au sex symbole international, Marilyn Monroe est le symbole de toute une époque. Actrice, chanteuse et mannequin, ce personnage de blonde platine à la sensualité exacerbée fascine encore aujourd'hui. Mais qui est vraiment Norma Jean Baker, la femme derrière le mythe? Et que lui est-il arrivé pour qu'elle veuille à tout prix devenir célèbre? Vous écoutez Marilyn Monroe, la célébrité à tout prix, épisode 1, première partie. Marilyn n'avait rien d'autre que son imagination. Tout au long de sa carrière, les magazines de fans l'ont rappelé. C'était une enfant dont personne ne voulait. À 16 ans, elle était déjà passée par 12 familles d'accueil et un orphelinat. Time Magazine racontait même que, dans sa première famille d'accueil, on la fouettait avec une lanière à rasoir lorsqu'elle répondait. Et on lui faisait astiquer les sols et faire la vaisselle alors qu'elle n'avait même pas 5 ans. D'où tenaient-ils leurs informations? Nancy Bolender Jeffrey, sœur adoptive de Norma Jean. Pour autant que je sache, ça ne s'est pas passé comme ça chez nous. En réalité, Norma Jean grandit en prenant Ida et Wayne Bolender pour ses vrais parents. Ida et Wayne Bolender ne pouvaient pas avoir d'enfants naturels. Vers 1920-1921, ils ont signalé aux autorités leur souhait de garder des petits. Et Norma Jean a été la première à venir vivre chez eux. C'est grâce à sa grand-mère Della, la voisine d'en face, qui connaissait la famille Bolender. Della savait aussi que sa fille Gladys aurait besoin d'aide pour s'occuper de son nouveau-né, tout en qu'elle-même serait partie en voyage au moment de la naissance. Lorsque Norma Jean est née, sa mère Gladys l'a amenée directement chez les Bolender. Ils l'ont élevée comme leur propre fille jusqu'à ses 8 ans et demi. 2 mois après son arrivée, ils ont adopté Lester. Lorsque Gladys travaillait, elle venait voir son bébé de temps en temps. Mais la grand-mère n'était jamais bien loin. Quand Della rentre de voyage, elle montre beaucoup d'affection pour sa petite fille de 3 mois. Mais quand elle découvre que c'est une enfant illégitime, elle est bouleversée au point de tenter d'étouffer le bébé sous son oreiller. Heureusement, Gladys intervient à temps pour l'en empêcher. Ma mère disait que sa stabilité mentale s'était dégradée. En une seconde, elle pouvait se mettre en colère ou redevenir douce et gentille. Et ils ne savaient jamais dans quel état psychique ils allaient la trouver. Non, car lorsqu'elle venait chez eux, ils devaient verrouiller la porte pour éviter qu'elle fasse du mal à Norma Jean. Papa a raconté qu'une fois, Della s'est mise à cogner à la porte pour venir la chercher. Et ils ont dû finalement appeler la police pour l'empêcher d'entrer. La police emmène Della à l'hôpital psychiatrique de Norwalk. Après 19 jours de confusion, de terreur et de lutte, elle meurt dans une camisole de force par arrêt cardiaque. L'année suivant sa mort, Gladys vient rarement voir sa fille. De toutes les personnes dont elle recherchait l'affection, la plus importante était sa mère, Gladys. Roy Turner, archiviste et historien. En effet, il était particulièrement difficile d'obtenir un câlin, un bisou ou un tendre « je t'aime » de sa part. Mais pour Gladys, Norma Jean était comme un rappel permanent de l'échec amoureux qui l'avait bouleversée. À chaque visite, elle était ramenée à tous ses rêves et espoirs perdus, ce qui a sans doute terni sa relation avec sa fille. Si Norma Jean se sent seule au monde, ce sentiment se dissipe le jour où Gladys l'emmène à son travail. Gladys était monteuse de négatifs chez Consolidated Film Industries. Lorsque Norma Jean accompagnait sa mère à l'atelier, elle s'asseyait à côté d'elle et restait parfaitement sage. Gladys la présente alors à sa supérieure et meilleure amie, Grace McKay. D'après Olin Stanley, qui travaillait avec Grace et Gladys chez Consolidated Film, Grace répétait sans cesse que Norma Jean deviendrait une star du cinéma. Elle le sentait au fond d'elle, comme une prémonition.
On savait que Gladys travaillait dans le cinéma, dans un atelier de montage. Mais elle faisait partie intégrante de la famille et venait à l'église avec nous. L'église prenait beaucoup de place dans notre vie. On allait à la Hawthorne Community Church, une église non confessionnelle, et on apprenait toutes les chansons du catéchisme. D'ailleurs, la préférée de Norma Jean était Jésus m'aime. On apprenait effectivement que Jésus nous aimait et qu'il s'était sacrifié pour nous. C'est dans cette optique qu'on a été élevés. Puis un jour, Gladys et Grace emmènent Norma Jean dans un endroit que son éducation religieuse interdit de fréquenter. Les avant-premières à Hollywood étaient comme Noël ou Pâques à l'église. Il y régnait une ambiance de vénération. Ces acteurs et ces actrices étaient comme des dieux et des déesses. Et Grace et Gladys étaient dans la foule des curieux à chaque avant-première. Les feux des projecteurs, les stars dans leurs tenues somptueuses, c'était Hollywood dans toute sa splendeur. Mais au catéchisme, Norma Jean avait appris que se trouver dans une salle de cinéma au jugement dernier était un péché qui menait droit en enfer. L'avant-première des Anges de l'Enfer était l'une des plus grandes jamais organisées à Hollywood. Howard Hughes avait mis le paquet. Elles y étaient certainement. Et quand Jean Harlow est arrivée, Grace a dû dire à Norma Jean « La voilà, ça pourrait être toi. Tu lui ressemblerais sans cette petite bosse sur ton nez. » On lui a inculqué ces valeurs-là alors qu'elle était encore très jeune. On n'allait pas au cinéma, parce que mon père voyait ça comme quelque chose de très néfaste. C'était perturbant parce que sa mère adorait voir des films. Donc chez nous, on disait à Norma Jean de ne pas aller au cinéma, et de l'autre côté, sa mère l'y emmenait tout le temps. La jeune Norma Jean a vraiment été exposée à deux religions différentes. Le christianisme strict des Bollanders d'un côté et la religion d'Hollywood de Grace et Gladys de l'autre. Et elle a dû ressentir une certaine culpabilité. Grace et Gladys l'emmenaient au cinéma en passant devant les maisons de ces stars dont elle montait les films durant la semaine et qu'elle considérait comme des demi-dieux. Norma Jean voyait des films d'adultes car il n'y avait pas de système de classification. Donc les enfants pouvaient aller tout voir. Et elle s'est mise à croire qu'en devenant célèbre et en rejoignant ce monde, elle obtiendrait l'attachement de Grace et de sa mère Gladys. Du haut de ses 4 ans, Norma Jean raconte déjà à Lester qu'elle deviendra une star de cinéma. Elle lui rejoue les scènes de films qu'elle a vues, faisant de lui son premier spectateur. Norma Jean et Lester passaient leur temps à faire des bêtises. Ils étaient de mèche l'un avec l'autre. Ils faisaient tout ensemble. D'ailleurs, ils étaient dans la même classe à l'école. Ils étaient vraiment comme frères et sœurs. Ensemble, ils attrapent même la coqueluche, qui a tué l'un de leurs camarades de maternelle. Gladys se rue alors au chevet de sa fille et s'occupe d'elle pendant les longues semaines de toux et de vomissements qui causeront chez elle un rachitisme. Mais Norma Jean, désormais assurée de l'amour de sa mère, tient bon. Alors que le krach boursier de 1929 inaugure pour une grande partie du monde une décennie de pauvreté, voire de famine, Norma Jean ne craint rien. C'était un peu comme vivre à la ferme. On ne manquait de rien. Nancy Bolander Jeffrey, sœur adoptive de Norma Jean. On avait notre potager, nos propres fruits et légumes, nos lapins, nos poulets. Et Wayne travaillait pour le bureau de poste. Donc il n'a jamais arrêté de travailler pendant toutes ces années de vache maigre. Malgré les baisses de salaire et les grèves des studios, Gladys continue elle aussi de travailler. Elle a promis à Norma Jean d'acheter une maison pour y vivre ensemble. Alors elle travaille chez Columbia le jour et à la RKO la nuit. Puis, le 27 juin 1934, le président Franklin Roosevelt signe une loi sur le logement facilitant l'obtention de prêts immobiliers pour les mères célibataires. Gladys fait une demande et obtient un prêt en octobre.
Gladys achète la maison modèle qu'elle a toujours promise à Norma Jean. Elle fait tout son possible pour lui offrir un foyer chaleureux et aimant. Il faut lui reconnaître ce mérite. Roy Turner, archiviste et historien. Elle la meuble avec goût, elle achète un piano à queue et offre des leçons à sa fille. Elle accueille même des pensionnaires pour aider à payer les traites. Tout est pensé au détail près pour donner à cette vie toutes ses chances de marcher. Norma Jean accorde une importance particulière au portrait de son mystérieux père, que sa mère a suspendu bien en évidence. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que Norma Jean soit abusée sexuellement par l'un des pensionnaires. Ce qui aggrave encore plus la situation est la première réaction de sa mère. Lorsque la jeune fille se confie, comment Gladys réagit-elle ? Elle la gifle et lui reproche d'accuser à tort cet homme si gentil. Ce qui fait que Norma Jean s'est sentie souillée et fautive. Le pensionnaire en question est Murray Kinnell, un acteur britannique travaillant à la RKO, à 2 pas de la maison. Gladys l'appelle son hôte de marque, non seulement parce qu'il paie le loyer le plus élevé, mais aussi parce qu'il a joué dans 2 films avec Jean Harlow. Les attouchements ne s'arrêtent donc pas. Murray Kinnell a probablement découvert la fascination de Norma Jean pour Jean Harlow et s'en est servi pour l'attirer dans son jeu. Harlow avait la réputation de se promener nu sur les plateaux de tournage, se défaisant de ses vêtements à la moindre occasion. Elle n'y trouvait rien d'inconvenant, à l'aise avec son corps et sa nudité. Kinnell a probablement utilisé cet argument pour convaincre Norma Jean de se déshabiller, lui disant qu'il n'y avait aucune honte à être nue. Aussi sordide que cela puisse être, sans doute est-ce le premier homme à lui avoir dit qu'elle était belle et à l'avoir fait quand elle était dévêtue. Murray Kinnell répète à Grace et Gladys que Norma Jean a l'étoffe d'une enfant star. Elle a juste besoin d'un mentor et d'un petit coaching qu'il se propose de lui offrir pendant que Gladys est au travail. À l'époque, les employés des studios rêvaient tous que leur progéniture devienne un enfant vedette. C'était le moyen idéal pour eux de se sortir de la misère. Grace n'arrêtait d'ailleurs pas de le répéter à Norma Jean. « Tu seras une star, ma chérie. » Sa mère voulait qu'elle devienne une star, sa préférée étant Shirley Temple. Pour pouvoir travailler jour et nuit, Gladys succombe à la nouvelle mode populaire des inhalateurs de benzédrine qui, en 1934, sont jugés parfaitement inoffensifs, même pour les enfants. Cette amphétamine puissante l'aide à surmonter sa fatigue, souvent sans manger ou dormir. Norma Jean n'a personne vers qui se tourner, à part les vedettes que Murray Kinnell l'envoie voir au cinéma les week-ends quand il est rejoint par sa femme. Une star en particulier, Clark Gable, lui rappelle son père au point qu'elle rêve de lui dans ce rôle. Norma Jean n'a d'autre refuge que les films dans lesquels elle s'imagine lorsqu'elle endure ses leçons du matin avec M. Kinnell. Une jeune femme abusée sexuellement devient hypersexuelle. Son innocence a été brisée. On lui a révélé les secrets intimes du corps humain trop tôt. C'est à la fois très pesant et très préjudiciable. Il est certain qu'elle a été agressée sexuellement étant enfant. Les preuves ne manquent pas. Anne Bering, psychologue. Et un enfant qui subit ce genre de sévices gardera toute sa vie un sentiment de culpabilité. Car elle va penser que c'est sa faute et non celle de l'agresseur. Et cette culpabilité peut persister toute sa vie si elle ne fait pas l'objet d'une thérapie. Travaillant sans répit et sous amphétamine, Gladys, épuisée, est renvoyée chez elle un soir de décembre 1934 pour un repos forcé. Le lendemain matin, elle surprend sa fille nue avec Murray Kinnell dans sa chambre. Réalisant enfin ce qui se passe, elle se jette sur lui avec rage. Elle doit être retenue et contenue. Puis Kinnell appelle une ambulance, affirmant que Gladys est devenue folle. Après avoir sombré dans une grave dépression, sa mère est finalement envoyée dans un établissement psychiatrique. Entre-temps,
les Bolender ramènent Norma Jean chez eux et demandent à l'adopter. Gladys ne voulait pas que les Bolender l'adoptent, ayant trop peur de perdre sa fille à jamais. Nancy Bolender Jeffrey, sœur adoptive de Norma Jean. Mes parents se sont donc sortis cette idée de la tête sans s'obstiner. La petite Norma Jean, honteuse, se replie sur elle-même et ressasse en permanence les 3 mois d'attouchement subis chez sa mère. Mais début mai, elle impressionne son institutrice de CE2 en interprétant une scénette en classe et décroche un rôle dans la pièce de théâtre de l'école. Elle reprend confiance en elle, jusqu'à ce qu'Ida, qui n'aime pas la voir rentrer tard des répétitions, lui interdise de participer à la pièce. Furieuse, Norma Jean téléphone à Grace et la supplie de la prendre chez elle. Le 23 mai 1935, Grace et son futur mari, Doc Goddard, se présentent chez les Bolender. Ils annoncent à Ida que Norma Jean est devenue pupille de l'État et ils repartent avec elle. Ida et Wayne étaient tous deux très contrariés lorsqu'ils l'ont emmenée, car ils auraient voulu la garder. Mais sa mère avait été jugée mentalement instable, et quand cela se produit, l'enfant doit être placé en orphelinat. C'est une phase temporaire, en attendant la décision de justice. Ce placement en orphelinat est l'unique fois où Norma Jean s'est sentie abandonnée par Grace. Roy Turner, archiviste et historien. Dans son esprit, on est orphelin quand on n'a plus de parents. Mais après tout, Grace était une femme légère. C'était une blonde peroxydée, toujours très maquillée, tape à l'œil, aguicheuse et haute en couleur. Elle avait un côté star de cinéma. Grace, volubile et aimant faire la fête, épouse alors Doc Goddard, qui n'a pas l'intention d'arrêter leur sortie pour élever une enfant. Comme Grace tient à Norma Jean, elle l'emmène néanmoins voir des films au Grauman's Chinese Theatre, dont le parvis en ciment arbore les signatures et les empreintes de pieds et de mains de grandes stars. Tante Grace disait à Norma Jean « Pose tes mains sur les empreintes de Jean Harlow. Imagine que tu deviennes un jour une star. » James Glagg, biographe. Elle fait naître cette envie chez Norma Jean qui a besoin de rêves de grandeur pour garder la tête hors de l'eau. Mais les empreintes de Shirley Temple, la jeune star la plus adulée au monde, sont là aussi et rappellent à Norma Jean ce que sa mère avait voulu qu'elle devienne. Quand Ida Bolender emmène Lester voir Norma Jean à l'orphelinat, elle fond en larmes et l'implore de revenir chez eux. Suite à quoi, Grace fera interdire les visites des Bolender, sans prévenir Norma Jean. Voyant l'enfant devenir craintive et renfermée, Grace l'emmène régulièrement dans un institut de beauté, où on lui donne un look de star. Norma Jean passera malgré tout une année entière à l'orphelinat, avant d'être ballottée d'un foyer à l'autre. En septembre 1938, Grace et Doc l'accueillent enfin chez eux. Au collège Emerson, elle apprend qu'il vaut mieux taire ses ambitions de célébrité, cela lui ayant valu d'être mise à l'écart, tout comme le personnage de Shirley Temple dans Miss Annie Rooney, un film qu'elle visionne en boucle et qui l'aide à accepter sa marginalité. Les élèves les plus riches avaient la cote, et il y en avait beaucoup dans ce collège. Gladys Wilson, amie de collège de Norma Jean. C'était dur pour Norma Jean. Ça me fendait le cœur, car elle n'arrivait pas à s'intégrer. Elle portait des vêtements d'occasion. J'aurais aimé que les autres lui fichent la paix et ne se moquent pas d'elle en cherchant à imiter ses défauts. Alors que Shirley Temple grandit film après film, Norma Jean continue à s'identifier à elle, jusqu'à ce que Lana Turner, premier sexe symbole des adolescents, fasse la couverture du magazine Life. Norma Jean a désormais des formes généreuses et se met à copier le look
Norma Jean n'était pas comme nous. On ne savait rien de la sexualité encore. Ça ne semblait pas être son cas. Elle était presque en demande et flirtait beaucoup. En 4e, elle mettait déjà du rouge à lèvres et passait beaucoup de temps à se pomponner dans les toilettes. Elle portait ses gilets avec les boutons dans le dos pour se donner un air sexy. Le gilet à l'envers mettant en valeur sa poitrine, elle joue les Lana Turner et vole la vedette aux filles des beaux quartiers. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Marilyn Monroe, la célébrité à tout prix, est un podcast coproduit par Initial Studio et French Connection Film, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, écrite et réalisée par Yann Hers. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassin. Montage, Camille Legras, avec la voix de Camille Clément.